Le marbre du tribunal de Paris luit sous la lumière crue des néons, un éclat froid qui semble absorber toute chaleur humaine de la salle d'audience. L'odeur persistante de cire ancienne se mélange à celle du papier jauni des dossiers empilés sur les bureaux, créant une atmosphère étouffante, presque suffocante. Dans cette arène de justice, où les murmures des couloirs se faufilent comme des serpents invisibles, Idriss Diallo, un jeune homme de 25 ans à la peau noire, est assis sur le banc des accusés. Ses menottes brillent d'un éclat métallique sous les lumières, un rappel constant de sa captivité. Ses yeux sombres, bordés de cernes profonds, fixent un point invisible sur le sol marbré rayé par des décennies de pas nerveux et hésitants. Accusé de vol à main armée dans une bijouterie huppée du 8e arrondissement, il écoute les accusations avec une résignation qui pèse sur l'air ambiant. Il sait au plus profond de lui que les dés sont pipés depuis le début. Son visage, marqué par l'épuisement et une amertume contenue, trahit une fatigue qui va bien au-delà des nuits sans sommeil en cellule. Il n'a pas prononcé un mot depuis le début du procès, comme si parler ne servirait qu'à alimenter le feu de l'injustice. À quelques mètres de là, Julien Moreau, 24 ans, stagiaire avocat au trait juvénile et à la peau claire, ajuste nerveusement le col de sa robe noire. Ses mains fines et tremblantes feuillettent frénétiquement les pages du dossier, cherchant un ancrage dans ce chaos judiciaire. C'est son premier vrai procès, un baptême du feu qui le dépasse complètement. Son cabinet, un géant du barreau parisien aux murs tapissés de diplômes et de victoires passées, lui a assigné ce dossier comme une simple formalité. Défends-le, mais ne fais pas de vagues. Contente-toi de suivre le script. Julien, avec son air de premier de la classe, issu d'une famille aisée des beaux quartiers, sent les regards perçants des avocats plus expérimentés peser sur ses épaules. Ils attendent de lui qu'il joue le jeu, qu'il délivre un plaidoyer tiède pour un client déjà condamné par le tribunal de l'opinion publique, influencé par les médias et les préjugés sociétaux. Dans cette salle, le privilège est palpable. Julien en est imprégné, Idriss en est dépourvu. Le procureur, un homme sec et austère, aux lunettes cerclées d'acier qui glissent légèrement sur son nez aquilin, débite les accusations avec une assurance mécanique presque robotique. Idriss Diallo, 25 ans, sans emploi stable, résident en banlieue nord de Paris. Les preuves sont accablantes. Empreinte digitale sur la scène du crime. Témoignage concordant de 3 témoins oculaires. Le vol a eu lieu le 15 mars 2025 à 14h30 précise dans la bijouterie Éclat d'Or. Le prévenu a été appréhendé 2 jours plus tard avec des bijoux correspondant à la description dans son appartement. Chaque mot tombe comme un marteau, renforçant l'image d'un coupable prédestiné. Julien écoute, le cœur battant la chamade dans sa poitrine, une sueur froide perlant sur son front malgré la climatisation défaillante de la salle. Quelque chose cloche irrémédiablement dans ce récit trop lisse. Les empreintes, elles semblent trop parfaites, presque placées là exprès. Les témoignages, trop alignés comme récités d'un script commun. Et surtout, l'absence criante des images des caméras de surveillance. Une bijouterie de ce standing, un écrin de luxe protégé par les technologies les plus avancées, devait en être truffé. Pourtant, le dossier n'en mentionne aucune, comme si elles avaient été effacées de l'histoire officielle. Dans la salle bondée, le public retient son souffle collectif. Une femme d'une 50aine d'années, aux traits tirés et aux yeux rougis par les larmes contenues, probablement la mère d'Idriss, serre un mouchoir froissé dans ses mains tremblantes, ses lèvres murmurant une prière silencieuse en wolof, sa langue maternelle. Julien croise accidentellement son regard et une vague de chaleur coupable lui monte au visage, rougissant ses joues pâles. Il baisse les yeux, honteux de son silence complice, de son inaction face à cette injustice flagrante. Les murmures reprennent. Un bourdonnement bas qui remplit l'espace, chargé d'attentes, de jugements préconçus et de tensions palpables. Le juge, une femme aux traits sévères et aux cheveux grisonnants tirés en un chignon strict, frappe son marteau pour ramener l'ordre, son regard balayant la salle comme un laser. Le soir venu, après une journée épuisante au tribunal, Julien rentre dans son petit appartement du 11e arrondissement. Un studio exigu, mais cosy, aux murs couverts de livres de droit et de posters de films engagés. Les néons clignotants de la rue en contrebas projettent des ombres mouvantes sur les murs, créant une ambiance surréaliste, presque cinématographique. Il étale les pièces du dossier sur sa table basse en bois usé, les pages s'éparpillant comme les feuilles d'un arbre mort. Il relit méticuleusement les témoignages. 2 employés de la bijouterie, un client fortuné, tous décrivent un jeune homme noir, vêtu d'un sweat à capuche sombre, s'enfuyant avec un sac rempli de bijoux étincelants. Mais les détails varient subtilement comme des fissures dans un mur apparemment solide. Un parle d'une cicatrice proéminente sur la joue gauche, un autre d'un tatouage tribal au poignet droit. Idriss, avec sa police et ses bras nus de tout marquage, n'a ni l'un ni l'autre. Ces incohérences nagent dans l'esprit de Julien comme des poissons dans un aquarium trouble. Il griffonne des notes frénétiques sur un bloc-notes jauni. Son stylo grattant le papier avec une urgence presque désespérée, comme si chaque mot était une accusation contre le système.
Pourquoi personne n'a-t-il exigé les vidéos de surveillance? Cette question l'obsède, tourne en boucle dans sa tête. Il décide d'agir. Il contacte un vieil ami d'université, Lucas, un technicien chevronné qui travaille pour une société de sécurité privée spécialisée dans les systèmes de vidéosurveillance. Lucas, j'ai besoin d'un coup de main. Peux-tu vérifier si la bijouterie Éclat d'Or dans le 8e avait des caméras actives le jour du vol, le 15 mars, et si possible, accéder à des sauvegardes? Lucas, au bout du fil, hésite un instant, sa voix trahissant une prudence professionnelle. Julien, ça pourrait être risqué. Si c'est un coup tordu, tu marches sur des œufs. Mais pour toi, je vais jeter un œil. Donne-moi 24 heures. Le lendemain matin, de retour au tribunal, la tension est à son comble. La salle semble encore plus étouffante, l'air chargé d'électricité statique. Julien, les cernes sous les yeux après une nuit blanche, tente une question audacieuse lors de l'interrogatoire croisé d'un témoin, l'un des employés de la bijouterie, un homme d'une quarantaine d'années, au regard fuyant et aux mains nerveuses. « Monsieur Leclerc, avez-vous personnellement vérifié les enregistrements des caméras de surveillance ce jour-là? Étaient-elles opérationnelles ?» Le juge fronce les sourcils, son expression passant de l'impassibilité à l'irritation contenue. Le procureur bondit de sa chaise, objectant avec véhémence. « Objection, Madame la Présidente. Cette question est hors sujet et spéculative. Les caméras ne font pas partie des preuves présentées. » Mais le témoin, mal à l'aise, bredouille une réponse hésitante, son front perlant de sueur. « Je crois qu'elles étaient en panne ce jour-là. Une maintenance technique, vous comprenez ?» Julien sent une décharge électrique traverser sa poitrine. Un mélange d'excitation et de suspicion. En panne, dans une bijouterie de ce standing au cœur de Paris, cela sent le mensonge à planer. Il note mentalement « creuser plus profond, interroger les fournisseurs de maintenance ». À la pause déjeuner, dans les couloirs froids et échos du tribunal où les avocats fument nerveusement et échangent des ragots, son supérieur, maître Blanchard, un homme imposant aux tempes grisonnantes et au costume taillé sur mesure, l'attend avec un air réprobateur. Il attrape Julien par le bras, ses doigts serrant comme un étau. « Julien, qu'est-ce que tu fabriques? Ne joue pas au héros dans ton premier dossier. Ce cas est simple, plaide coupable, négocie une peine réduite et passe à autre chose. Tu risques de te griller pour rien. » Julien hoche la tête mécaniquement, mais ses mâchoires se crispent, une révolte intérieure bouillonnant. Il ne peut pas se taire. De retour dans son appartement ce soir-là, un mail crypté de Lucas l'attend dans sa boîte de réception. Le sujet? Trouver quelque chose. Attention. Julien clique avec appréhension, son pouce accélérant. L'ami a déniché un extrait vidéo, récupéré via un serveur de sauvegarde externe que la police n'a apparemment pas vérifié ou a choisi d'ignorer.